Alors, bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire de Delubal Software. Donc aujourd'hui, nous allons traiter de la partie modélisation et calcul d'un mur rideau en aluminium dans RFEM 6 ou RSTAB 9. Donc pour ce webinaire, je serai donc votre présentateur, Damien Tonnet. Il y aura également M. Assia qui sera présent tout au long du webinaire en tant que modérateur et qui pourra répondre à vos questions. Bonjour Damien, bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, je serai là pour les répondre. Et si éventuellement d'autres questions vous reviennnent, n'hésitez pas à nous les envoyer plus tard par email. OK, bon webinaire à tous. Merci Cosmo. Pour les questions, vous pourrez directement passer par l'interface dédiée de GoToWebinar. Également, si vous avez des questions qui vous reviennent par la suite, ou vous souhaitez directement nous soumettre par mail, vous pouvez les faire suivre à info@delubal.fr. Dans ce webinaire, on va voir dans un premier temps la partie modélisation d'une structure en aluminium. On va voir comment modéliser ce type de structure mur rideau. On verra ensuite la partie charge et définition des combinaisons de charges. Puis on passera sur la partie vérification aluminium selon l'Eurocode 9. Puis on finira sur la partie interprétation et documentation des résultats. Donc on va pouvoir basculer sur RFEM 6, ici. Donc au niveau de ce modèle RFEM, on est sur un modèle 3D. On est venu activer sur la partie module la partie vérification de l'aluminium ici, ce qui va permettre d'activer les fonctionnalités spécifiques aux vérifications selon l'Eurocode 9 pour l'aluminium. Sur la partie normes, ici, nous sommes venus choisir les normes qui nous intéressent ici pour, dans un premier temps, tout ce qui est gestion des combinaisons en automatique. Donc là, selon Eurocode 0 avec l'annexe nationale de la France. Et puis ensuite ici, on est venu choisir la vérification aluminium selon l'Eurocode 9 avec également l'annexe pour la France. Les autres onglets, on n'a pas changé le reste des données. On reste au niveau des paramètres globaux avec un axe global Z vers le bas. Et on n'a pas changé d'autres paramètres à ce niveau-là. Et les autres onglets, on n'est pas venu vous donner plus d'informations à ce niveau-là. Donc, on peut valider la fenêtre. Au niveau de la partie modélisation, on va avoir la possibilité de tracer directement ici avec notre plan de travail. On peut par exemple déjà repositionner éventuellement le plan de travail selon le repère global XZ. On pourra aussi utiliser tout ce qui est aide à la construction avec dans les objets repères soit les outils de ligne directrice, vous retrouverez le raccourci ici, pour tracer directement les lignes de construction, ou bien on pourra passer par les grilles de bâtiment. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. L'utilité des grilles de bâtiment, on va pouvoir directement définir la trame de notre grille et pouvoir après l'utiliser pour construire notre modèle. Ici, la grille, on va avoir besoin de renseigner les positions de nos lignes de grille. Donc ici, on va renseigner les valeurs. On aura une première ligne à 0. On aura ensuite une ligne à 2,4, puis ensuite on a 3 fois un espacement de 2,4, donc là on peut directement le mettre de la façon suivante, 3 fois 2,4. On va ensuite avoir une autre ligne à 8,4 mètres, une autre à 11,8, puis une dernière à 13 mètres. Si vous voulez voir un aperçu de ce que vous faites, vous pouvez déjà venir dans la fenêtre graphique ici pour pouvoir prévisualiser vos réglages. Ensuite, sur Z, on va venir définir les positions de nos traverses. Là, on a les positions de nos montants. On va venir définir les positions de nos traverses. Donc, la première à 0, une autre à moins 0,65, une autre à moins 3,55, moins 4,9, puis moins 7,15 et une dernière à moins 7,8. OK. Ici, ce qu'on va pouvoir également faire, c'est on a des options. On va pouvoir choisir, par exemple, de verrouiller
dans la partie graphique de RFEM, la grille de bâtiment, ça va nous permettre de la verrouiller directement et ne pas risquer de la saisir quand on fera des sélections lasso par exemple. Donc là, je vais venir la verrouiller à ce niveau-là. On va pouvoir venir faire OK. Et ici, elle est visible ici. On a également, je ne vous ai pas indiqué, mais vous aviez les étiquettes aussi par rapport à, pour donner des noms au niveau des lignes de colonnes ou ici de nos lignes verticales et horizontales. Donc ici, on a ces données-là. Ensuite, on va pouvoir venir s'aider de sa grille pour pouvoir tracer notre modèle. Donc pour les montants et traverses, on a déjà créé au préalable une section dans R-section. C'est cette section qu'on va utiliser on va pouvoir directement l'appeler. Donc là, elle est déjà référencée là avec un matériau, on voit qu'il est en code couleur violet puisqu'il est verrouillé par rapport à la section qu'on a importée. Mais pour importer une section qui a été créée via R-section, vous pouvez directement dans la partie section venir ouvrir la bibliothèque et là vous avez une rubrique de R-section qui est disponible. Ça va vous ouvrir le Delubal Center et ici vous pourrez après venir récupérer la section dans le Delubal Center qui vous intéresse, donc, que vous aurez créé via R-section et calculé via R-section. Donc là on retrouve la section et c'est celle-ci qu'on utilise dans notre modèle ici. OK. La section, on peut regarder en détail ce que l'on a ici. Donc on retrouve bien la représentation de notre section. On retrouve également des informations sur les propriétés de notre section, les points, les lignes, la pièce qui a été créée dans R-section, et puis les ouvertures, donc les zones qui ont été éventuellement évidées ici de notre section, les points de contrainte, et puis dernier point qui servira dans le calcul aluminium ici, les sous-panneaux de la norme qui vont servir pour les vérifications selon l'Eurocode 9. OK. Au niveau de nos barres, ce qu'on va également faire, c'est venir faire une rotation de notre section de 90 degrés à ce niveau-là et on va pouvoir valider. La barre que l'on va faire, on va pouvoir la tracer directement. On peut voir en passant sur la grille de bâtiment, on peut voir les points qui s'entourent en vert. Et ici, donc, on va pouvoir utiliser la grille pour pouvoir tracer les montants de notre mur rideau. Hop. OK. Et puis ensuite, on va pouvoir passer à la définition, au tracé de nos traverses. Pour les traverses, on va avoir une fonctionnalité qui sera intéressante, c'est la fonctionnalité qu'on a avec le clic droit, qu'on va vérifier si elle est connectée. Si elle est connectée, elle va s'afficher en bleu, comme ceci. Et donc, ça va nous permettre ici de faire la connexion en automatique des lignes et des barres. Donc ici, une fois que ça c'est bien activé, on va pouvoir venir directement tracer nos traverses sur toute la longueur de notre mur et ces traverses-là vont automatiquement se diviser et on va avoir également les points de repère sur les montants. Donc on va venir tracer nos traverses avec la même section pour notre exemple ici et toujours tourner de 90 degrés. On regardera après la représentation justement de nos éléments dans le modèle. RFM. Comme ceci. Ici, si je sélectionne une des traverses qu'initialement j'ai tracées sur toute la longueur, on peut voir que là, elles sont bien divisées. Les montants, eux, restent sur une seule longueur. Et par contre, ce qu'on peut regarder, si on passe en mode affichage filaire, on peut voir qu'ici, on a des nœuds qui s'affichent en bleu. Donc là, automatiquement, là où nos traverses coupaient les montants, on a des nœuds
sur la barre qui se sont rajoutés. Donc c'est des nœuds qui vont après être attachés à la barre. Donc si vous modifiez la longueur de la barre, ces nœuds-là vont se repositionner le long de la barre. Et du coup, les poutres des traverses vont également suivre la position, vont pouvoir se réajuster automatiquement. Ok, je vais juste venir sélectionner nos traverses et puis je vais venir les articuler. Donc là, je sélectionne avec un lasso et on va faire ici une articulation en début et fin de barre sur ces éléments-là. Donc on vient définir une nouvelle articulation. On articule phi y, phi z en début et en fin de barre. Ok. On va également, on peut le faire déjà ici, on va avoir à ce niveau-là notre mur rideau qui va être filant au niveau de 2 étages. Donc ici on aura un plancher intermédiaire. Donc ici on va pouvoir venir faire un point de repère ici, créer des points qui vont venir servir de point d'accroche ou de maintien de notre mur. Donc ce qu'on va pouvoir faire déjà, c'est venir sélectionner nos nœuds ici. Puis je vais juste faire une copie. J'ai le repère de translation en bas. Je vais faire une copie ici. Donc ici on avait 0,65 mètres. Donc là on a refait la copie à 0,65. Puis les nœuds que l'on a ici, on va les transformer en nœuds sur la barre. Donc on les sélectionne, on double-clique sur un des nœuds et on peut les convertir en nœuds sur la barre. Automatiquement, il va détecter à quelle barre appartiennent les nœuds. OK. Et puis, dernier point éventuellement qui peut être intéressant, c'est ces nœuds-là. On aura un garde-corps par la suite. Donc, on va venir juste copier les nœuds d'extrémité. On va faire une copie par translation à moins 1 mètre dans la direction Z. Comme ça, on aura déjà nos points de repère qui sont là. Au niveau de la partie modélisation, création de nœuds, de barres, on va avoir fini à ce niveau-là. Donc là, on a bien récupéré, si je zoome sur nos barres, on a bien les profils qui sont récupérés ici. OK, avec la section. Et donc, on aura bien ces propriétés-là qui seront utilisées dans le modèle pour le calcul. Ici, on va pouvoir rajouter les appuis de notre modèle. Donc, un premier appui ici à l'origine. Je vais mettre un appui standard, celui de référence qui est proposé ici, un appui articulé. Et puis, je vais venir rajouter d'autres appuis. Alors, ici, sur tous les nœuds en base de notre mur ici, on va venir ajouter un nouvel appui. On va juste maintenir en Y et en Z. Et puis, on va libérer la translation. On maintient également la rotation sur Z. On aura cette représentation d'appui. On va également rajouter un appui dans l'angle supérieur ici. Donc là, on va juste libérer la translation sur Z. Donc on va maintenir X, Y. Puis on va libérer les rotations. OK. Et puis une dernière série d'appuis. Donc là, on avait des appuis pour un appui, par exemple, au niveau d'une dalle de plancher. Et puis également ici. Donc là, au niveau de ces nœuds-là, on va directement venir définir des appuis dans la direction Y. Donc si on veut, on peut s'y passer directement en faisant un double-clic sur un nœud. On va venir définir un appui et là, on va venir maintenir dans la direction Y. OK, pour maintenir l'ensemble du mur rideau dans le plan. OK. Les appuis, si vous voulez jouer sur la taille de l'affichage, vous avez la main directement via un clic droit pour pouvoir réajuster la taille d'affichage de vos appuis. On va pouvoir passer à la définition des charges. Donc ici,
on a déjà un cas de charge poids propre qui est créé automatiquement. Dans ce cas de charge poids propre, vous avez le poids propre qui est activé ici, donc par rapport à ce que l'on modélise. Donc ici, on va avoir effectivement la structure aluminium qui sera considérée au niveau du poids propre. Par contre, sur cette structure-là, on va avoir un vitrage qui va venir s'ajouter et on va avoir besoin de rajouter ces charges de vitrage. Nos vitrages, ils vont être en appui sur des points, donc à 2 points aux extrémités de nos traverses. Donc là, on va devoir faire reprendre justement ces charges-là, donc définir des charges en 2 points le long de nos traverses. Donc on va faire un exemple ici pour cette partie-là, ici, et du coup je vais juste venir coter pour qu'on puisse avoir les informations sur les cotes. Donc là on peut venir coter notre modèle. Donc on a une hauteur de 0,65 et une largeur ou une longueur ici de 2,4 mètres. Et donc on va venir appliquer sur cette traverse une charge. Cette charge, ça va être une charge de type force et au niveau de la distribution de charge, on va venir définir une distribution concentrée en 2 points, comme ceci. Ici, donc la charge, elle s'applique bien dans la direction Z et au niveau de la charge, donc on a besoin de recalculer la charge surfacique qu'on va diviser par 2 ici. Donc notre poids ici de vitrage, ça va être 0,6 kN par mètre carré, fois les 0,65 fois les 2,4 divisé par 2. Et donc ici, je retrouve ma charge. Donc la première charge ponctuelle, deuxième charge ponctuelle. Et puis ensuite, la distance. On va venir définir la distance par rapport aux extrémités de la barre. Où est-ce qu'on souhaite positionner nos charges. Donc la première charge, elle sera à 0,15 mètres. Et la deuxième, donc 0,15 fois 2, donc on sera 2,4 moins 0,15 fois 2, donc à 2,1 mètres. Et on va pouvoir valider. Donc ici, on a nos deux charges qui représentent la reprise de la charge de vitrage pour cette petite portion ici de notre mur rideau. Donc là, ici, on pourrait le faire pour chaque traverse, manuellement comme on vient de faire là. Après, si c'est des projets qui se répètent régulièrement, vous avez la possibilité de travailler directement avec la partie script. Donc dans RFM, ici, vous avez un gestionnaire de script que vous pouvez afficher. Et là-dessus, vous pouvez appeler du code que vous pouvez donc rédiger en JavaScript. Et ici, c'est ce que l'on va faire. Donc là, je vais supprimer ma charge et on va regarder parmi les scripts. On a fait un code spécial pour définir les charges de nos vitrages. Donc ici, il est ici. On peut directement faire un clic droit pour faire modifier aux propriétés afin de l'ouvrir. Et là, vous pourrez donc les ouvrir dans votre éditeur de code. On va avoir deux fichiers. Le premier en .gs, donc qui correspond à votre code JavaScript, donc là qui pourra être exécuté. Dans ce code, on a une première partie où on va venir enregistrer différentes barres du tableau. Ensuite, on va avoir un tri qui sera effectué selon les coordonnées Z et X. Puis après, on aura une partie chargement de notre vitrage. Donc, ensuite, si on regarde en détail la partie chargement, on retrouve ici la définition de notre charge de type force, concentrée en 2 points dans la direction globale Z. On aura ensuite les données de chargement avec la valeur de charge et la position. Et puis également, ce que l'on a aussi rajouté ici, c'est un excentrement de charge. Donc on peut aussi, via le code JavaScript, gérer les excentrements de charge à ce niveau-là. Donc on pourra utiliser ça. Le deuxième fichier, c'est un fichier XML qui correspond aux propriétés ici de votre code JavaScript et qui va permettre ici de donner en fait les valeurs d'entrée et d'avoir dans RFM du coup une fenêtre qui va s'ouvrir pour pouvoir renseigner ces données d'entrée. Dans les données d'entrée, on va avoir le cas de charge, le poids du vitrage en kilonewtons par mètre carré, la distance aux extrémités et l'excentrement de la charge. Donc si je reviens dans RFM, que je double-clique
sur mon fichier ici de mon script, bah, du coup, j'ai cette fenêtre qui s'ouvre hein, où je retrouve effectivement les données qui étaient indiquées dans le fichier XML. Ici, je retrouve dans quel cas de charge je souhaite générer mes charges. Donc, c'est bien mon cas de charge numéro 1. Le poids de mon vitrage, 0,6 kN par mètre carré. La distance aux extrémités de ma barre, qui est de 0,15 mètres. Et l'excentrement de la charge, donc là, de 0,12 mètres. Je vais pouvoir faire exécuter. Et là, automatiquement, on va pouvoir donc charger notre modèle rapidement après exécution du code JavaScript. Si je regarde au niveau d'une charge générée, bah, je retrouve bien ma définition de charge type force concentrée en 2 points. Et ce que je ne vous avais pas montré tout à l'heure, ici on pouvait cocher excentrement. Et comme là dans le code on a activé les excentrements, on retrouve bien notre excentrement dans la direction Z locale ici de 120 mm, 0,12 mètres pour nos charges. OK. Donc notre cas de charge poids propre est fait. On va pouvoir passer aux autres cas de charge. Donc on a dit qu'on avait un garde-corps, donc on va venir rajouter justement une charge, un cas de charge type garde-corps. Ce cas de charge, on va le définir en imposé catégorie B. Et puis, je vais lui donner un nom. Alors, je vais récupérer le nom que j'ai déjà fait là. Ici, donc là, on va avoir une charge de garde-corps dans la direction vers l'extérieur, donc de l'intérieur vers l'extérieur, donc dans la direction plus Y globale. Je vais valider et puis je vais renseigner la charge. La charge ici, elle va s'appliquer par rapport au nœud qu'on a positionné ici. Et pour pouvoir la tracer, nous ce qu'on souhaite, c'est venir définir une charge linéique et redistribuer cette charge sur les montants. Pour cela, on va pouvoir directement passer par les assistants. Et dans les assistants de charge de RFM6, vous avez un assistant charge linéique libre en charge de barre. C'est ce qu'on va utiliser ici. Et on va venir appliquer donc une charge dans la direction Y de 0,6 kN par mètre. Et là, ici, on va pouvoir sélectionner les deux nœuds d'extrémité. Vous avez ensuite des onglets pour éventuellement exclure certaines barres du chargement. Là, ici, on va charger toutes les barres par lesquelles on passe. Et ici, on retrouve notre charge. Cette charge-là, je vais pouvoir la copier directement sur la deuxième zone ici de garde-corps. Si on veut regarder ce qui se passe au niveau de la distribution, on peut faire un clic droit sur la charge, afficher séparément et voir la distribution ici de notre charge de garde-corps. OK, je peux revenir sur l'affichage en linéique ici. Et puis, je vais avoir la même définition, mais cette fois-ci, l'action de l'intérieur, comme si on vient tirer sur notre garde-corps. Donc, je peux directement faire une copie. Là, on va mettre un, voilà, vers l'intérieur, dans la direction -Y. Je vais valider, et là, on aura juste à changer la valeur de charge en -0,6 pour changer l'orientation de l'application de la charge. Et puis, dernier cas de charge que l'on va créer, ça sera la partie vent. Donc ici, on va pouvoir venir créer un nouveau cas de charge de type vent. Je vais mettre un premier cas de vent dans la direction, donc vent -Y. OK. Donc un vent ici, si on regarde par rapport au global, et qu'on considère que la direction plus Y, c'est l'extérieur. Donc là, un vent en pression sur le mur rideau. Donc là, pour cela, on va pouvoir venir appliquer une charge surfacique et la distribuer sur les barres. Donc là, pareil, on va retrouver dans les assistants de charge un assistant qui permet de convertir les charges surfaciques en charge de barres. Donc là, c'est ce qu'on va faire et on va venir donc renseigner une charge dans la direction Y et la grandeur de charge, on va mettre -0,7 kN par mètre carré. Et on va pouvoir après définir la zone, la géométrie de la zone de chargement. Soit vous pouvez passer par la sélection par les cellules. Donc là, vous pouvez sélectionner les cellules fermées à charger. Soit on peut passer par la définition des points de contour, des nœuds de contour de notre plan de chargement. OK.
pareil, vous pouvez également supprimer l'influence de certaines barres sur la charge. Ici, on peut venir afficher séparément et là on peut voir la distribution de la charge sur nos barres. Si certaines barres ne seront pas à charger, vous pourrez directement les désactiver du chargement dans les paramètres de la charge. Donc là on a fait un vent en moins Y, on va pouvoir maintenant faire un vent en plus Y. Donc je viens créer un nouveau cas de charge, je viens le copier, donc là cette fois-ci c'est plus Y. OK. Et puis cette fois-ci, donc on va juste revenir modifier notre charge. Et ici, on sera plus en moins, mais on sera en plus. Et on va juste changer la valeur de chargement à 0,75 kN. OK. Donc là, on a nos cas de charge qui sont créés avec les charges appliquées sur le modèle. On va pouvoir passer maintenant sur la partie combinaison. Donc quand je reviens dans la fenêtre des cas de charge, ici, vous avez les actions. On va juste faire une petite modification sur le réglage des actions. Ici, nos charges de garde-corps ne doivent pas agir simultanément, mais en alternance. Donc, on va juste changer notre catégorie d'action imposée, catégorie B ici pour les bureaux, en type d'action alternance, ici, en alternance. Et le vent lui reste également en alternance. Et puis après, on va pouvoir passer sur la partie situation de projet. Ici, on a automatiquement l'ELU et 3 ELS qui sont générés. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est uniquement l'ELU et l'ELS caractéristique. Donc l'ELS fréquent et quasi permanent. Soit on peut les supprimer, soit si on veut les conserver ici, mais juste ne pas générer les combinaisons en automatique, on pourra venir les désactiver à ce niveau-là. Au niveau des situations de projet, on peut voir qu'ici, on a un assistant de combinaison. Automatiquement, on est sur, par défaut, sur une analyse au second ordre. Vous avez la main pour pouvoir changer la méthode d'analyse et également pour modifier éventuellement des paramètres de l'assistant de combinaison. Ici, donc, on va rester sur une analyse une analyse du second ordre. Et ce que l'on va venir rajouter pour l'ELU et l'ELS caractéristique, c'est un réglage. C'est-à-dire qu'on va pouvoir lui dire que, par exemple, on ne souhaite pas qu'il génère des combinaisons dans le cas où on aurait le vent qui vienne s'opposer à la charge de garde-corps ou inversement, la charge de garde-corps qui vient de s'opposer à la pression du vent. Donc ici, on peut venir activer, considérer les cas de charge inclusifs et exclusifs et venir créer un nouveau réglage de cas de charge exclusif. Et ici, on va pouvoir régler que l'on souhaite, par exemple, que le garde-corps, la charge de garde-corps vers l'extérieur, en plus Y, ne se combine pas avec notre cas de charge CC4. Donc je vais prendre le CC2, à ne pas combiner avec le CC4. Et puis, inversement, ici, on prendra le CC3 et le CC5 pour la ligne suivante. Donc là, ici, le 3 et le 5. OK. Et ensuite, on peut regarder nos combinaisons d'actions, nos combinaisons de charges. Et ici, si on regarde les attributions, on peut voir qu'on a le CC1 avec le CC2. Notre cas de charge de poids propre, ils agissent bien individuellement, ils ne sont pas cumulés entre eux. Et puis après, on a le cas avec le garde-corps dans la direction plus Y avec le vent en plus Y, dans la direction moins Y avec le vent en moins Y, et puis après les cas de vent seuls. Et donc là, on a notre cas de charge exclusif qui a été considéré. OK, je peux valider. Une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir passer sur la partie calcul, éventuellement du modèle avec la partie analyse statique. Nous, ce qui va nous intéresser, ça va être la partie vérification aluminium. Donc ici, on va pouvoir venir paramétrer la partie vérification aluminium. Ici, je vais juste masquer ces données-là. OK. Et puis,
Également, je vais venir masquer ma grille et puis les données qu'on a là, les cotes, je peux venir aussi les masquer si besoin. Donc après, dans l'onglet afficher du navigateur, j'aurai la main pour ça. Ce qui va nous intéresser ici, c'est de faire des regroupements pour pouvoir regrouper ici mes montants, regrouper les traverses. Également sur la partie mur rideau, vous aurez des réglages qui peuvent aussi varier en fonction pour le paramétrage de la partie flèche. Donc là-dessus, on va venir préciser certains paramétrages là-dessus. Donc je vais commencer déjà par le regroupement par sélection d'objets. Ici, donc je vais pouvoir faire directement une liste. Et quand je sélectionnerai cette liste, cette référence, cette sélection d'objets, je l'aurai les barres directement qui seront sélectionnées. Donc mon réglage, ce sera une sélection des barres. Pour les montants, je vais venir donc renommer le nom, montant. Et ici, les barres, on va les sélectionner à partir d'une longueur. Et la longueur, on va dire de sélectionner toutes les barres qui ont une longueur supérieure à 7 mètres, puisque là on est à 7,8, je crois, de plus haut, à ce niveau-là. Je vais valider et je peux faire appliquer. Je vais venir créer un autre réglage. Celui-ci, ce sera pour nos traverses. Donc on aura après des critères de réglage sur les flèches en fonction de la longueur de nos éléments. Donc là, je vais faire un premier regroupement pour toutes les traverses qui sont inférieures à 3 mètres de longueur. Donc là, ici, je vais prendre les barres. Là, tout à l'heure, on a sélectionné supérieur à 7 mètres. Là, on va prendre inférieur à 3 mètres. OK. Puis, on va créer un autre réglage encore, cette fois-ci, toujours pour nos traverses, mais pour les traverses qui sont comprises avec une longueur entre 3 mètres et 7,5 mètres. Là également, je vais pouvoir faire un réglage, toujours de longueur. Là, on sera supérieur à 3 mètres. Par contre, on se reste ici inférieur à 7,5, comme ceci. Je peux faire OK. Et ici, maintenant, dans l'arborescence du navigateur, dans la partie sélection d'objets, on retrouve nos 3 listes d'éléments. Les montants, on voit qu'ils s'affichent en surbrillance quand on les sélectionne dans l'arborescence ici. Les traverses, inférieures à 3 mètres, et les traverses supérieures à 3 mètres, mais inférieures à 7,5 mètres de long. On va pouvoir venir sur le réglage. Alors, au niveau du paramétrage, on va commencer par les montants et on va venir sélectionner directement en faisant un double clic sur un des montants sélectionnés. On va pouvoir venir modifier ou paramétrer la partie vérification acier. Aluminium, pardon. Ici, on va pouvoir voir les onglets qui s'ajoutent pour la vérification aluminium. Donc ici, on aura les 3 onglets ici qui vont nous permettre de faire notre paramétrage aluminium. Sur la partie type de calcul, on retrouvera la partie longueur efficace, dans le cas où on réalise une analyse de stabilité, et réduction locale de section, dans le cas où on a par exemple des perçages et besoin de prendre en compte des réductions de section à certains points. Ici, on ne va pas faire d'analyse de stabilité sur ce modèle au niveau de nos barres. On va passer dans la partie configuration de calcul. Dans la partie configuration de calcul, on va pouvoir régler la partie paramètres ELU. Ici, on peut venir regarder ce qu'il y a dedans. Dans les données générales, on voit ici qu'on a la partie vérification de la stabilité qui est activée. Ici, on ne va pas le cocher, désactiver, et après vous retrouvez les autres paramètres qui seront considérés pour la partie vérification aluminium. Je peux valider et passer sur la partie configuration ELS. Sur la partie ELS, ici, vous allez avoir, alors j'en ai déjà un ici, j'en ai créé un nouveau. Ici, on va pouvoir venir paramétrer les critères de flèche. Et dans un même modèle, on peut avoir
plusieurs barres qui doivent répondre à différents critères de flèche. Ici, justement, ça va être notre cas. Au niveau de nos montants, on avait des appuis intermédiaires, ce qui fait que de toute façon, on sera inférieur à 7,5 mètres. Mais du coup, pour des barres qui sont avec des appuis, avec des longueurs d'appui compris entre 3, qui seraient entre 3 et 7,5 mètres, on va avoir un critère de flèche qui reste, lui, de L sur 300. Donc ça, on n'a pas besoin de le modifier. Par contre, je peux éventuellement venir modifier ce qui est indiqué là. Par exemple, je vais pouvoir lui préciser qu'ici, le critère qu'on a là, c'est pour une longueur de flèche de 3 mètres. Oups. 7,5 mètres. OK. Et puis, je vais avoir un autre critère ici. Ce sera pour nos flèches, pour les barres qui sont inférieures à 3 mètres. Donc là, ce sera plutôt pour nos traverses, ici. Et donc là, je vais mettre L inférieur à 3 mètres. OK. Et là, le critère, il passe à L sur 200. Je peux venir personnaliser les réglages. Ici, vous avez les réglages pour les flèches sur 2 appuis et ici, pour les poutres sur 2 appuis. Et là, les réglages de flèches pour les poutres en porte-à-faux. Donc là, on a juste des cas de poutres sur 2 appuis dans notre exemple. OK, donc là, je peux valider et pour mes montants, je prends ce réglage-là. Je vais pouvoir passer sur la partie flèche et appui de calcul. Ce qui va nous intéresser dans notre modèle, c'est de contrôler les flèches hors plan, donc perpendiculaires à notre plan pour notre mur rideau ici. Et puis, ce que l'on va venir rajouter, c'est les appuis de calcul pour notre modèle. Donc là, ici, on va venir définir un nouvel appui de calcul en début de barre. On peut définir les appuis selon l'axe Z ou Y également. On peut cocher les deux ici. Donc on a la représentation de l'appui à ce niveau-là. Vous pouvez aussi changer l'affichage pour pouvoir visualiser ici la représentation de nos barres avec les appuis de calcul que l'on vient rajouter. Donc là, en fin de barre. Et ces appuis de calcul vont avoir un impact sur les travées ou sur les flèches à contrôler. Donc là, ici, je vais venir rajouter l'appui intermédiaire que j'ai par rapport à mon appui sur notre mur ou sur notre plancher ici. Et du coup, on peut voir que la flèche, ici, elle passe, la longueur de flèche à contrôler, va passer de 7,8 à 2 travées à contrôler, une de 4,2 et une de 3,6 à ce niveau-là. Vous pourrez définir les appuis, ça va réajuster automatiquement les longueurs ici pour les portions de poutre à contrôler au niveau des flèches. Je peux valider et passer sur les réglages suivants. Ici, on peut aussi voir dans le modèle global la représentation des appuis que l'on a paramétré ici sur nos montants. On va pouvoir faire la même chose sur nos traverses ici inférieures à 3 mètres de long. Donc je viens sélectionner via la sélection d'objets et je double-clique sur une barre. Au niveau de la partie type de calcul, longueur efficace et réduction de section, on n'en effectue pas. On va juste venir préciser qu'ici, pour le LS, on reste sur le critère inférieur à 3 mètres de longueur que l'on a modifié. Et puis là, on est sur des poutres sur 2 appuis. On n'a pas forcément besoin de définir les appuis de calcul. On va juste revenir modifier l'axe local Z pour le contrôle de nos flèches. OK. Et puis dernier réglage sur les dernières traverses, ici, qui étaient supérieures à 3 mètres. Donc là-dessus, je vais pouvoir également venir régler ma configuration de calcul ELS. Et pareil, à ce niveau-là, réajuster le contrôle uniquement selon l'axe local Z. OK. Et une fois que l'on a effectué cette partie-là, on pourra venir dans la partie du tableau en bas, où on va retrouver la synthèse des éléments pour la partie vérification de l'aluminium. Vous retrouvez aussi cette partie-là directement dans la partie du navigateur données, dans le dossier vérification de l'aluminium. Ici, on va utiliser la partie ELU, ELS, donc toutes les combinaisons
de ces deux situations de projet. On va, au niveau des objets à calculer, calculer toutes les barres. On retrouve le matériau ici, qui est lié à notre section, donc en aluminium. Notre section, qui vient de R section. Et puis après, on retrouve un rappel des différents réglages que l'on a pu effectuer pour l'ELU, pour l'ELS. Et puis, chaque barre avec le paramétrage pour l'ELU, ELS qui a été assigné. OK. Une fois que nos paramètres sont réglés, on pourra directement exécuter le calcul, soit via le raccourci afficher les résultats du tableau vérification de l'aluminium, soit directement en haut dans la barre d'outils vérification de l'aluminium et on exécutera le calcul. Je vais basculer sur le modèle calculé ici et au niveau des résultats, on va avoir deux parties de résultats. Une première qui sera la partie résultats graphiques que l'on peut voir ici à l'écran. Vous avez ici les résultats avec les enveloppes de ratio pour l'ELU, l'ELS. Si vous voulez afficher individuellement, par exemple, ce qui se passe à l'ELU au niveau des ratios, on peut le faire. Également, si on veut afficher individuellement les ratios ELS, ce sera possible. Vous pouvez également afficher des détails de vérification. Donc, si besoin, on pourra choisir d'afficher uniquement certains résultats de vérification si on veut isoler et afficher les ratios qui correspondent aux vérifications aluminium sur nos barres. Ici, je vais revenir sur l'affichage par défaut ici. Et également, ce que l'on pourra faire au niveau de l'affichage graphique, vous avez dans l'onglet du navigateur dédié aux résultats, vous avez également une partie inférieure où là, vous retrouvez des réglages de rendu graphique. Là, par défaut, vous êtes avec un code couleur bicolore, vert dès que vous êtes inférieur à 1 et rouge dès que vous serez supérieur à 1. Mais vous pouvez également passer avec un affichage avec diagramme coloré. Donc là, du coup, dans la partie panneau de contrôle, vous aurez l'échelle de couleurs de disponible ou également sans diagramme. Là, c'est directement des axes colorés que vous avez avec tout de suite d'afficher le taux de travail ou le ratio max le long de votre barre qui s'affiche. OK? Donc ça, c'est pour la partie vérification aluminium. Au niveau des vérifications, vous avez aussi les résultats dans la partie tableur. Ici, on est sur l'affichage des résultats par situation de projet. On a tout de suite les barres qui nous sortent les ratios max pour les différentes vérifications et on retrouve également les combinaisons associées aux vérifications avec les ratios max indiqués ici. On peut également passer sur un affichage soit par chargement pour regarder sur chaque combinaison les résultats et les ratios qu'on peut avoir, soit par matériaux, par section, par barre ou également par position. Donc là, le long de chaque barre, vous pourrez ressortir également les différents résultats de vérification à chaque point de maillage le long de la barre. Ici, on va rester sur les résultats par situation de projet. Et ce qui pourra nous intéresser, c'est de voir en détail ce qui peut être calculé pour une vérification. Donc là, on a le ratio. Si on veut voir en détail ce qui a été calculé, on pourra directement double-cliquer sur une ligne et ensuite, on aura ici donc nos détails de calcul avec également ici les formules de calcul qui seront disponibles. Vous pouvez également afficher la section avec les ratios. Et si on passe sur une autre vérification, par exemple peut-être sur celle-ci, au niveau de la partie section, vous retrouvez, on a notre affichage de résultats, donc on a les formules associées qui sont détaillées ici. Vous pourrez également envoyer au rapport. Et ce qui va nous intéresser là, pour celui-ci, c'est la partie section. Ici, on peut voir qu'on a des calculs de classes de section qui sont effectués. Donc là, le logiciel va gérer ça, le module va gérer ça automatiquement. Et ici, vous avez donc votre section, mais on pourra aussi afficher la section efficace, ici, dû à l'effort de compression,
Et ici, on peut voir qu'on a une réduction ici de notre section. Donc on a la ligne de notre section d'origine, puis là on peut voir que pour le calcul, la section efficace, on a notre section réduite qui sera considérée, qui est considérée du coup pour le calcul. Et là, le détail sur la classification de notre section. Donc on pourra voir en détail ce qui est fait et les propriétés qui sont prises pour le calcul. OK. Donc voilà pour la partie vérification aluminium. On va pouvoir ensuite regarder la partie documentation, note de calcul. Pour cette documentation, on va pouvoir directement soit passer dans le navigateur, ici, vous avez l'onglet rapport d'impression, soit passer par les raccourcis en haut. Et donc là, ce qu'on va faire, c'est venir créer un nouveau rapport d'impression. Ici, on va venir tout cocher et tout décocher. Et ce qui va nous intéresser, c'est de documenter que la partie vérification aluminium. Donc, je viens sélectionner directement les rubriques qui m'intéressent à la documentation. Et ici, on va documenter les ratios de vérification sur les barres par situation de projet. S'il y a d'autres données qui vous intéressent, rien ne vous empêche de venir sélectionner et de choisir les rubriques ou les données à documenter. Et également, selon ce que vous sélectionnez, vous avez des options avec des filtres. Donc là également, vous aurez des possibilités, soit de filtrer avec l'affichage uniquement de certains ratios, soit de venir filtrer des données que vous souhaitez afficher au niveau des valeurs. Donc là, vous avez différentes options selon les rubriques que vous documentez dans le rapport. On va faire enregistrer et afficher. Donc là, je vais avoir le rapport qui va être généré. Et au niveau du rapport, vous allez pouvoir basculer sur le rapport et sur RFM comme vous le souhaitez. Ici, vous pourrez donc basculer et garder les deux fenêtres ouvertes directement. Alors, il est ici. Donc là, j'ai mon rapport. Je peux rebasculer sur RFM, retravailler ou venir modifier mon rapport et après revenir modifier mon modèle et revenir rapidement sur mon rapport pour après éventuellement continuer à travailler sur la documentation. Au niveau du rapport, ici, je retrouve donc les données comme ceci. Je retrouve notre page de garde que je pourrais venir compléter directement. Donc, vous pouvez venir directement au niveau de la couverture, venir modifier et ça vous permettra de venir renseigner les données éventuellement si vous ne l'avez pas fait déjà initialement dans les données de base du modèle. Vous retrouvez un aperçu de votre modèle. On retrouve ici les différents paragraphes qui sont documentés. Et puis là, on avait sélectionné les rubriques de vérification de l'aluminium. Donc on retrouve les différentes rubriques que l'on avait cochées directement dans le rapport. Puis notre tableau avec nos résultats de ratio de vérification sur les barres par situation de projet pour le LU, le LS, qui sont directement listés ici. Ce qui pourra nous intéresser, c'est par exemple venir rajouter des données à ce rapport. Au niveau du rapport, donc vous pourrez par exemple, venir insérer du texte, éventuellement des formules. Si jamais vous avez des docs techniques ou des données qui sont dans de pages PDF qui vous intéressent à la documentation, vous pouvez également insérer soit un PDF entier, soit juste certaines pages du PDF qui vous intéressent. Et ce que l'on va venir ajouter également, on va venir y ajouter des images. Au passage, vous pouvez aussi ajouter des images directement par là, ces images externes à RFM. Ici, ce qui va nous intéresser, c'est de documenter le rapport avec des résultats de ratio, par exemple, pour le LS ici. Donc, je vais pouvoir faire une vue de notre modèle comme ceci, et je vais venir créer une nouvelle image à envoyer dans le rapport d'impression. Ici, j'ai la fenêtre d'aperçu de l'image avant de la valider pour le rapport. Ici, je vais pouvoir
par exemple choisir de prendre que 50% de la page. Et également, par exemple, de demander à remplir la fenêtre pour agrandir un peu l'affichage dans l'image, ici. Donc je peux valider, si ça, cela me convient. On peut valider, je peux faire valider. Et puis je vais récupérer aussi une autre image, cette fois-ci pour l'ULU. Par exemple, on va changer l'affichage avec sans diagramme, donc juste les axes colorés avec les valeurs ici. Donc là, on peut également faire une image comme ceci. Vous avez ici l'échelle de couleur qui s'affiche. Si jamais vous souhaitez la modifier, vous avez aussi des paramètres dessus pour pouvoir soit la conserver à l'intérieur de la zone graphique de l'image, soit la mettre à l'extérieur. Vous avez donc la main là-dessus sur les paramètres aussi pour la partie échelle de couleur. Je peux faire enregistrer et afficher. Et ici, du coup, j'ai le rapport qui s'est actualisé avec ici nos images qui sont ajoutées au rapport. Les images, vous pouvez après rapidement les glisser dans le rapport en fonction si vous avez besoin de les repositionner à une position spécifique dans votre rapport d'impression. Le rapport, vous pourrez ensuite l'éditer directement soit en format PDF, soit vous pourrez aussi l'exporter au format HTML, ce qui vous permettra aussi après de le récupérer dans un outil de traitement de texte type Word ou bien Excel, par exemple, si vous voulez le récupérer sur un petit type tableur pour reprendre ou personnaliser vous-même le rapport. Donc voilà pour ce webinaire, ce qu'on pouvait vous présenter. Donc je vais pouvoir revenir sur la partie PPT. Donc, ok. Ici, vous pouvez retrouver aussi sur notre site internet donc différents services en ligne gratuits. Vous avez notamment les outils de zone de neige, vent et sismicité qui sont disponibles. Vous pouvez aussi retrouver sur notre site une bibliothèque avec une grande quantité de FAQ et de bases de connaissances, d'articles de bases de connaissances qui vous permettront de répondre peut-être à certaines de vos questions ou vous donner des informations plus précises sur certains points que vous recherchez. Vous avez également accès à des modèles à télécharger. Donc là aussi, un grand nombre de modèles que vous pouvez télécharger. Vous retrouverez notamment les modèles de nos webinaires directement dans cette liste de modèles. Vous pouvez aussi consulter les vidéos de Delubal Software directement sur nos chaînes YouTube ou sur notre site, notamment donc les vidéos de nos webinaires ou d'autres vidéos avec des informations de nouvelles fonctionnalités sur le logiciel qui peuvent vous être présentées. Vous avez également accès sur notre site à la version d'essai, donc si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez tester le logiciel pendant 90 jours. Donc directement en remplissant le formulaire sur le site de Delubal Software. Si vous avez des questions ou besoin de plus d'informations, n'hésitez pas à nous contacter au 01 78 42 80 61 ou bien directement par mail à info@delubal.fr et on pourra répondre à vos questions et vous apporter les informations qu'il vous faut. Donc, je vous remercie pour votre participation et je vous dis à bientôt.